تقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Très chers téléspectateurs fidèles des rendez-vous économiques d'Al24 News, bonsoir et merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour les pros de l'écho. La finance et la macroéconomie reprendront leurs droits ce soir car le yuan, monnaie chinoise, vient tout simplement de détrôner le roi dollar comme devise la plus utilisée dans les échanges commerciaux en Russie. Il représente aujourd'hui 44% du marché des devises au niveau local. Voilà qui vient confirmer les tendances sur un nouvel axe fort de l'économie mondiale, une alliance entre Moscou et Pékin. La Chine qui permet à la Russie de contourner les nombreuses sanctions financières imposées par l'Occident à la Russie. A commencé par son exclusion du système SWIFT, le pays qui, par la même occasion, en profite également pour renforcer considérablement ses exportations facturées en sa propre monnaie vers la Russie. En compagnie de nos experts, nous allons tenter de décrypter toutes ces données ce soir. Transactions commerciales en Russie, le yuan chinois prend le pouvoir sur le dollar comme chaque semaine. Les pros de l'écho s'emparent du dossier. Alors pour parler de ce sujet au demeurant assez technique ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir deux experts en la matière, à commencer par vous, professeur Jacques Sapir, économiste, directeur d'études à l'ES Paris. Bonsoir professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Wow. Madame Leïla El Mansour Icharqiya, docteur en macroéconomie, vous êtes en direct avec nous depuis Koweït City. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors avant d'entamer le débat avec vous, mesdames et messieurs les experts, plantons le décor dans ce sujet signé Mohamed Wali Ben Shaaban. Le billet rose éclipse le billet vert. Le yuan chinois devient la monnaie étrangère la plus échangée en Russie. Cette transition marque un moment historique dans les relations économiques internationales et souligne l'évolution des dynamiques monétaires. La Russie qui cherche à diversifier ses réserves de change et réduire sa dépendance vis-à-vis du dollar a fini par adopter le yuan chinois dans ses transactions commerciales. Les échanges entre le yuan chinois et le rouble russe à la bourse de Moscou ont dépassé ceux entre le rouble et le dollar américain en 2023. Le volume des échanges en yuan sur la bourse avait atteint 34 150 milliards de roubles l'année dernière, soit plus du double du total de l'année précédente. Il représentait environ 42% du volume total des échanges de devises en Russie. Cette transition vers le yuan chinois en Russie ne se limite pas seulement au commerce. Les banques russes ont également montré un intérêt croissant pour l'utilisation du yuan dans leurs transactions internationales. Moscou et Pékin ont établi des mécanismes financiers bilatéraux favorisant l'utilisation du yuan dans le commerce entre les deux capitales. Allez, place au débat. On va commencer avec vous, docteur Leïla El Mansour, pour peut-être planter le décor. Le yuan représente désormais, on vient de le dire, 44% des échanges commerciaux en devises en Russie. Qu'est-ce que cela représente sur la balance de l'économie mondiale et qu'est-ce que cela représenterait dans la balance financière de n'importe quel pays qui utilise le dollar comme devise principale pour ses échanges commerciaux? C'est vrai, nous avons toujours vu que le dollar américain est la devise internationale, la monnaie internationale, et on ne rêvait pas, peut-être, on ne pensait jamais voir des pays qui échangeraient en une autre devise, comme on l'a vu il y a quelques mois avec Argentine, qui a payé une somme de ses dettes en yuan, comme on l'a vu aussi avec l'Inde. Sa dette auprès du FMI.
Exactement, et l'Inde qui a acheté du pétrole des Émirats arabes unis au yuan, et on a aussi d'autres transactions, des échanges qui se font au yuan. Donc pour nous, c'était peut-être quelque chose, ou bien pour le monde, c'est quelque chose qui est peut-être inattendu, ou bien un peu bizarre, mais il faut savoir que la Russie a des sanctions, elle est soumise à 12 paquets de sanctions, soit environ 17 000 sanctions par les pays, notamment les plus développés, les États-Unis et l'Union européenne, et d'autres pays. Donc le yuan est venu ici remplacer en quelque sorte. Nous avons deux conditions différentes. Nous ne parlons pas du yuan qui remplace le dollar alors que la Russie n'est pas sous sanction. Donc on ne parle pas du yuan qui remplace le dollar en 2017 ou 2016. On en parle du yuan qui vient remplacer le dollar parce qu'il y a des forces majeures, comme on dit, ou bien des sanctions. Les échanges, il y a des échanges avec la Chine. Nous parlons des équipements informatiques, électroniques, des machines, des tracteurs, des voitures. Donc tout ça, ça se fait en yuan. Oui, ça vient remplacer, mais si on veut regarder au niveau économie internationale de façon zoom out, avec une échelle très large, le yuan reste tout de même très faible si on veut comparer au dollar américain. Mais quand on commence d'un petit chiffre, le progrès est toujours vu en pourcentage qui est très grand. C'est-à-dire entre 2018 et 2023, le yuan a progressé de presque 42%. C'est un nombre énorme, passant de 1,9% comme part de devise internationale à 2,7%. Mais ça reste 2,7, un chiffre très petit si on veut comparer aux États-Unis, au dollar américain et à l'euro, qui est presque 60% ou bien 59% pour le dollar et 20% pour l'euro. Donc, c'est vrai qu'il y a un progrès énorme de point de vue yuan. Je dirais que c'est normal, Madame Mansour, parce que le yuan part de loin par rapport à ces deux monnaies de référence. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il y a un progrès énorme avec des chiffres géants, comme je viens de le dire, mais il faut être aussi objectif et dire qu'on ne peut pas vraiment comparer. Il y a aussi d'autres facteurs. J'aurais sûrement l'occasion de parler tout à l'heure, pourquoi on ne peut pas comparer vraiment, économiquement parlant, la devise, le yuan, avec le dollar américain. Très bien. Merci, Dr Layel Mansour. Professeur Sapir, 44% désormais pour le yuan. En termes d'échanges commerciaux de devises en Russie, qu'est-ce que cela représente sur la balance de l'économie mondiale, selon vous? Alors, sur la balance de l'économie mondiale, ce n'est pas quelque chose de réellement important. L'autre intervenante a eu entièrement raison de dire que le poids du yuan reste faible au niveau mondial. Par contre, au niveau russe, sur la place financière de Moscou, oui, c'est vrai, le yuan a pris une importance considérable. Il était de l'ordre de 2 ou 3% avant les sanctions. Il est aujourd'hui à 44% si on prend uniquement le yuan contre le rouble. Et si on y ajoute en plus le yuan contre le dollar, il est au total à 48%. Donc, oui. Donc oui, effectivement, la place du yuan est importante et elle est importante aussi, quoique moindre, sur ce qu'on appelle le marché de gré à gré, où là, le yuan représente environ 36% des échanges. Très bien, professeur. Alors, depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine et les sanctions financières contre la Russie, les mouvements de dédollarisation se sont accentués sous impulsion russe. Est-ce que ce qui se passe en Russie avec le yuan, professeur, est une bénédiction pour l'économie mondiale en quelque sorte? Comment cela pourrait-il être perçu par le Gotha des économistes? Si vous voulez, il est très clair que la part du dollar ne cesse de régresser. Certes, le dollar est encore la monnaie dominante, mais il recule, et il recule non seulement par rapport au yuan, mais surtout par rapport au groupe de ce que l'on appelle les petites monnaies, autrement dit des monnaies comme le franc suisse, la livre sterling, donc il est clair que le dollar recule. La question qui se pose actuellement, c'est de savoir, est-ce que l'hégémonie globale du dollar va s'effondrer ou pas? Et là, je pense qu'il va falloir encore attendre plusieurs années pour que l'on ait des mouvements très significatifs sur ce point. Très bien, professeur. Même question, Layel Mansour, cette hégémonie du dollar et avec ce qui se passe
entre le yuan d'une part en Russie et le recul du rouble. Cette équation semble un peu difficile à cerner. Est-ce que c'est une bénédiction pour l'économie mondiale ou est-ce que cela va se concentrer principalement sur les relations économiques entre ces deux pays? Si on veut considérer que c'est une bénédiction, ça serait peut-être un peu d'un point de vue subjectif, parce que bénédiction, c'est comme si c'est vraiment un malheur d'utiliser le dollar et que c'est bien de dédollariser ou bien d'aller vers une autre devise. Mais il faut aussi voir que la plupart des pays qui essayent de substituer le dollar avec le yuan, ce sont des pays soit sous sanctions, soit des pays qui ont un poids économique faible. Il y en a rarement des pays qui substituent le dollar pour le yuan, qui ont vraiment un poids économique très fort. Mais ce sont vraiment des pays qui ont des problèmes avec les États-Unis sous sanctions, qui essayent d'échanger avec de l'or ou bien d'échanger avec d'autres devises que le dollar américain. Donc, ça c'est d'une part. D'autre part, depuis, en fait, les premières sanctions contre la Russie n'ont pas commencé en 2022, mais ça a commencé en 2014. Et c'est depuis, mais c'était bénéfique pour le euro parce que c'est en 2014 que la dédollarisation a commencé et l'euroisation s'est élevée parce que à l'époque, la Russie, elle a changé vers le euro avant 2022. Donc, et c'est là que les pays émergents, ils se sont rendus compte que le dollar est une arme géopolitique et que les autres pays émergents devraient aussi considérer pour l'avenir de dédollariser. Donc, c'est pour ça que l'idée n'était pas surprenante pour ces pays-là, parce qu'ils ont vu que le dollar était vraiment une arme géopolitique. Mais est-ce que c'est pour le bien ? Là, est-ce que bénédiction, malédiction, là, c'est un peu subjectif, mais même s'ils essayent de contourner un peu quelques transactions avec le dollar, je pense que le dollar, c'est indispensable pour le moment, ou bien tout autre pays ne pourra pas en fait substituer le dollar. Rappelez-vous qu'en 2000, en 99, quand il y a eu le nouveau euro et que l'euro était supérieur au dollar, je parle de parité, et tout le monde disait que nous avons une nouvelle devise qui va massacrer en quelque sorte le dollar, qui va remplacer le dollar, mais ce n'était pas le cas en fait. Parce qu'il y a d'autres facteurs, d'autres que économiques, historiques, armes, politiques et gouvernance, confiance, d'autres pouvoirs qui sont extra-économiques, qui fait qu'une monnaie, elle est incomparable à d'autres monnaies. Très bien, je reste avec vous, Leïla El Mansour. Alors, n'oublions pas que tout simplement le dollar sert avant tout les intérêts économiques et géopolitiques des États-Unis. C'est la seule monnaie qui impose une extraterritorialité du droit financier américain dans les transactions commerciales. Et beaucoup de pays pensent à dédollariser. Et vers quelle monnaie aller si jamais tel ou tel pays décide de dédollariser son économie ou une partie de son économie, à commencer par ses échanges commerciaux avec d'autres pays dont la monnaie nationale n'étant pas le dollar, justement? En général, quand on commence à dédollariser, on passe par la deuxième plus forte devise, comme par exemple l'euro. C'est ce qui s'est passé avec la Russie en 2014. Donc, quand l'idée de dédollarisation a commencé chez la Russie, c'était pour augmenter les échanges avec l'Union européenne, donc en euros. Et c'est pareil pour d'autres pays. Souvent, quand il y a des conflits politiques, économiques entre les pays comme la Chine, d'autres pays, par exemple, des années, la Russie, la Syrie, elle a échangé des dollars contre l'euro. Elle voulait utiliser l'euro comme devise internationale au lieu du dollar. Donc, d'habitude, quand on veut échanger le dollar ou bien remplacer le dollar par une autre devise, c'est soit la devise la deuxième plus forte ou la troisième plus forte, qui est notamment l'euro, soit par une devise qui est à côté régional, comme par exemple au Zimbabwe, ils ont utilisé le rand, donc le rand du South Africa, de l'Afrique du Sud. Donc c'est soit une devise qui est à côté, comme certains pays le font en fait en Asie, ou bien, comme je viens de dire, la deuxième plus forte devise au monde. Alors, vous venez de donner justement l'exemple du Zimbabwe qui utilisait déjà le dollar comme une monnaie parallèle ou une deuxième monnaie après l'effondrement total de la monnaie locale zimbabwéenne, après le mouvement très 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 fort d'inflation qui a touché le pays. J'aimerais aborder avec vous les caractéristiques d'une monnaie
qu'on peut appeler émergente comme le yuan dans le commerce international. Quelle est sa vraie valeur? Quelles sont ses caractéristiques? Oui, mais j'aimerais avant tout, il y a une nuance entre la dollarisation, dédollarisation que nous venions de parler entre les échanges commerciaux et la dédollarisation des pays qui ont un effondrement de la devise nationale comme Zimbabwe, comme le Liban par exemple, et d'autres pays. Oui, donc je voudrais juste clarifier quelque chose, que nous parlons de dédollarisation des échanges commerciaux, c'est-à-dire échanger ou bien remplacer la devise d'échange du dollar vers une autre devise qui est le yuan. Par contre, quand on parle d'un pays qui a un effondrement de la devise locale et qu'on parle de dollarisation, là, la dollarisation a un autre sens, c'est-à-dire que les individus, les agents économiques utilisent une autre devise parce qu'ils ne font pas confiance, ils n'ont pas confiance en leur devise nationale. Donc ça, c'est dollarisation. Et dédollarisation, dans ce cas, n'est pas forcément de se dépasser de la devise étrangère. La dédollarisation, c'est-à-dire utiliser une seule devise, et ça pourrait être exclusivement la devise étrangère. Donc, je voulais juste clarifier, parce qu'il y a une nuance dans les terminologies. Vous avez raison, la nuance est importante, docteur Mansour. Voilà, tout à fait. Et vous pouvez, s'il vous plaît, répéter la deuxième partie de la question? Alors, je parlais des caractéristiques, justement, d'une monnaie qu'on pourrait qualifier d'émergente et qui est le yuan chinois. Oui. Quelle est sa vraie valeur aujourd'hui sur le marché de la finance, par exemple? Oui. Selon la classification des régimes de taux de change qui est délivrée par le Fonds monétaire international chaque année, nous avons des classifications, en fait, des noms des régimes de taux de change. Et la Chine, elle est classifiée de juré, c'est-à-dire théoriquement de juré, que c'est une devise flottante qui est soumise à l'offre et à la demande et qui est transparente. Mais de facto et en pratique, le yuan n'est pas flottante. Et le yuan est soumise à l'intervention de la Banque centrale, ce qui fait que on ne peut jamais comparer la confiance, la transparence du yuan à une devise qui est flottante, que ce soit l'euro ou le dollar canadien ou le yen. Donc, premièrement, il faut savoir que tous les pays émergents, même s'ils sont riches, même les pays du Golfe, les pays les plus riches au monde qui prêtent aux autres pays du monde de l'argent, même les pays du Golfe, ils n'ont pas un taux de change flottant, mais un taux de change qui est fixe. Pourquoi? Parce qu'il manque beaucoup de bureaucratie, de transparence, de gouvernance. C'est ce qui fait qu'un pays est émergent, même s'il est riche, mais il n'est pas développé. Et quand on parle de développement, ce sont les pays les plus développés, les plus transparents, les plus démocratiques, qui ont un taux de change flottant, comme Europe, comme Amérique, Canada, Australie et ça. Très bien. Merci Layal Mansour. Professeur Sapir, revenons au cas de la Russie. Vous publiez régulièrement des notes sur l'évolution de l'économie russe et vous expliquez dans la dernière note, la numéro 24, que la Russie est de retour à la stabilité du marché d'échange. Qu'est-ce que cela signifie et quel rôle peut-être le yuan chinois a-t-il joué là-dedans? Alors, tout d'abord, il est très clair qu'aujourd'hui, le marché d'échange en Russie, il est plutôt orienté vers le yuan que vers le dollar ou vers l'euro. La Banque centrale continue d'utiliser le taux de change entre le dollar et le rouble comme taux de change de référence, mais on sait bien que désormais, c'est avec le yuan que se font la majorité des échanges et, comme je l'ai dit, le yuan occupe désormais 48% des ensembles de transactions officielles et autour de 36 à 37% des transactions de gré à gré, c'est de toutes les manières supérieur au dollar. Donc ça, c'est un premier point qu'il faut avoir en tête. Alors après, le yuan n'est pas encore devenu une monnaie complète. Et ça, de ce point de vue-là, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, mais il est en train de monter, et en particulier, on le voit sur le marché obligataire russe, où on a 6% d'obligations qui sont libellées désormais en yuan. C'est faible, certes, mais il n'y en avait quasiment pas il y a 2 ans. Exactement. Donc on est monté et on va continuer à monter probablement jusqu'à 15 ou 20% du marché obligataire. Très bien, professeur. Restez avec nous, mesdames et messieurs, ce débat n'est pas encore terminé. Nous serons de retour sur le plateau des pros de l'écho juste après une petite pause.
De retour sur le plateau des pros de l'écho, mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, nous parlons depuis une vingtaine de minutes du yuan chinois qui s'impose en Russie au détriment du roi dollar en ce qui concerne la devise la plus utilisée à Moscou pour les échanges commerciaux. Professeur Jacques Sapir, la politique monétaire de la Russie, justement, lors des derniers mois, était de mettre des garrots essentiellement afin de contenir la chute du rouble et de maîtriser l'inflation via la hausse des taux d'intérêt comme l'ont fait d'autres banques centrales. Il n'y a pas de recette magique à ce niveau-là. Le rouble a accusé une certaine faiblesse depuis le début de la guerre en Ukraine, mais il ne s'est en aucun cas écroulé. Qu'est-ce qui lui a permis de rester à flot, à votre avis, professeur ? Alors, tout d'abord, dans un premier temps, ce qui a permis au rouble de rester à flot, ça a été des mesures réglementaires qui ont été prises par la Banque centrale et qui ont limité la capacité d'achat de devises des résidents russes et qui ont surtout fait obligation aux exportateurs russes de revendre immédiatement le revenu de leurs exportations qui était en dollars ou en euros. Ceci s'est traduit d'ailleurs par une appréciation assez forte du rouble sur le marché d'échange, grosso modo jusqu'au début de l'année 2023. Après, eh bien, il y a eu à la fois une libéralisation des mesures prises par la Banque centrale et le fait que l'excédent commercial a diminué, d'une part parce que le prix, le volume des exportations a monté, mais aussi parce que le prix, en particulier le prix des hydrocarbures, a baissé. Il faut se rappeler que le prix des hydrocarbures était tombé autour de $60 le baril pour le Brent vers juin ou le début du mois de juillet. Il est désormais remonté à plus de $75 le baril. Il oscille actuellement entre 77 et 78 $ le baril, mais bref, il était tombé, et donc ceci a entraîné une forme de tassement de l'excédent commercial russe qui s'est reconstitué par la suite, mais cela a entraîné effectivement un accès de faiblesse du rouble, grosso modo de fin juin au début du mois d'octobre. Désormais, le rouble est remonté et il reste désormais stable, tout simplement parce que cette fois-ci, la balance commerciale et la balance des paiements, elle est stable et on peut penser qu'elle le restera. Elle va même probablement s'améliorer dans les 6 premiers mois de 2024. Très bien, professeur Layal Mansour, le yuan de son côté n'étant pas dans les meilleures des dispositions ces derniers mois, peut-on penser que le marché russe ait offert une bouffée d'oxygène à la monnaie chinoise et qu'au demeurant, cela pourrait renforcer encore le yuan afin qu'il puisse, pourquoi pas, s'imposer dans d'autres pays qui commercent de manière très forte et significative avec la Chine ? Oui, bien évidemment. On pourrait dire que la demande russe, surtout que c'est un pays énorme, géant, aurait été peut-être une bouffée en fait pour l'économie chinoise. À vrai dire que l'économie chinoise passe par des moments très difficiles économiquement parlant. La croissance économique de la Chine est la plus petite depuis 1990, si on exclut bien sûr les confinements durant Covid-19. On a un problème secteur immobilier qui est très grave. Pour la première fois, la Chine voit des foreign direct investments, les investissements directs étrangers négatifs, avec des chiffres négatifs. Comme j'avais dit, le taux de chômage est au plus élevé. Donc, il y a des problèmes aussi sociaux, problèmes économiques. Donc, il faut dire que oui, la Chine passe par une difficulté économique et la demande russe est sûrement là pour en quelque sorte soutenir un peu l'économie chinoise. Est-ce que c'est le cas pour d'autres pays ? Il faut savoir aussi que les autres pays n'ont pas un poids économique aussi important. Donc, comme la Russie, bien sûr, la Russie joue un rôle très important. Par contre, si on dit par exemple qu'un tout petit pays, que ce soit un pays africain ou autre, qui augmente la demande en produits chinois ou bien les échanges commerciaux avec la Chine, ça n'aurait pas eu un impact aussi important, bien visible en quelque sorte, comme c'est le cas de la Russie. Jacques Sapir, un article de l'école de guerre économique publié le 3 décembre dernier revenait sur
le concept du pétro-yuan, rappelant que la Chine lançait en mars 2018 le pétro-yuan à la Bourse internationale de l'énergie de Shanghai et proposait ses premiers contrats à terme sur le pétrole libellé en yuan, garantis par l'or. Avant cette date, tout simplement, toutes les transactions pétrolières, comme vous le savez, à terme étaient uniquement libellées en dollars. Alors si l'on tient compte du fait que le gros des transactions commerciales entre la Chine et la Russie sont des opérations pour l'instant, donc d'achat-vente d'hydrocarbures, est-ce que cela pourrait donner des idées à d'autres nations qui commerceraient avec la Russie d'en faire autant ? Oui, certainement. Et vous avez tout à fait raison d'insister sur le fait que les transactions sur le pétrole sont très importantes entre les deux pays. D'ailleurs, la Russie est devenue le premier fournisseur de pétrole de la Chine dernièrement. Oui, depuis 2 mois. Effectivement, il y a une très grande opportunité ici pour développer le pétro-yuan. Mais si vous voulez, le développement du pétro-yuan va aussi beaucoup dépendre de ce que fera l'Arabie saoudite. Dans ce domaine-là, si effectivement, dans l'année qui vient, ou peut-être d'ici 2 ans, les dirigeants saoudiens décident d'utiliser majoritairement le yuan, comme ils l'ont déjà fait. Il y a déjà des contrats qui sont signés entre l'Arabie saoudite et d'autres pays que la Chine, la France par exemple, qui ont été libellés en yuan. Si cette pratique s'étend, et surtout si cette pratique s'étend à tous les dérivés du pétrole et tous les dérivés de marché, alors là, effectivement, ça serait un changement fondamental, parce que pour le coup, ça voudrait dire que le pétrodollar disparaîtrait, ou en tous les cas serait très réduit, et il est clair que c'est le pétrodollar, ou la possibilité de libeller en dollars des contrats qui sont faits sur les marchés des produits pétroliers et les marchés dérivés des produits pétroliers, qui jouent aujourd'hui un rôle extrêmement important dans la défense de la devise américaine. Très bien, Jacques Sapir. Layel Mansour, parlons un peu géopolitique et géoéconomie. Vous êtes secrétaire d'État au Trésor, vous êtes la Fed, vous êtes Janet Yellen et vous voyez vos deux principaux rivaux économiques que sont la Chine et la Russie se mettre d'accord sur le contournement de votre monnaie qui constitue tout de même une arme puissante pour votre hégémonie mondiale. Est-ce que vous êtes inquiète ? À voir ce qui se passe au niveau économique, échange économique entre la Chine et la Russie, il y a même aussi, on peut rajouter aussi Inde, comme ce qui se passe avec BRICS. Est-ce que je suis inquiète ? En fait, avec si je repars si vous êtes Janet Yellen, par exemple. Voilà. Si je repars dans le passé, je ne serai pas très soucieuse parce que les États-Unis, le dollar américain a subi en fait plusieurs fois des forces ou bien des tensions en ce qui concerne échanger le dollar américain. Là, je vais dire je vais être très franche avec vous. Quand il y a une guerre de monnaie de cette façon avec le dollar, c'est pas les solutions économiques qui viennent résoudre le problème, mais c'est vraiment des solutions au-delà de l'économie. C'est le pouvoir, on peut dire, la guerre et l'armement, ce qui s'est passé en fait avec l'Irak et avec la Libye. De façon très objective, quand la Libye voulait faire une monnaie africaine et avait vraiment lancé officiellement en quelque sorte la monnaie africaine, on a vu que voilà, on a vu qu'il a disparu. Et pareil avec l'Irak, 30 jours avant que la guerre contre lui commence, il y a eu des échanges commerciaux avec du pétrole, mais pas en dollars américains. C'était 30 jours avant. Donc je ne pense pas que c'est une coïncidence de voir 2 événements pareils. Donc pour moi, je trouve que c'est pas des solutions économiques qui vont soulever le dollar. Mais c'est plutôt d'autres solutions politiques.
Donc, j'aimerais pas être à la place de Janet Yellen pour répondre, pour avoir une telle réponse. Merci Layel. Mansour, même question, Jacques Sapir. Est-ce que Washington devrait s'inquiéter de voir Pékin et Moscou se mettre de plus en plus d'accord sur les politiques économiques à entreprendre pour tenter de contourner à la fois pour Moscou les sanctions américano-européennes sur son économie et avoir de nouvelles alternatives pour Pékin justement afin de soutenir un peu son économie et son taux de croissance qui, disons-le, a tendance à patiner durant les derniers mois? Je crois que ce qui inquiète les États-Unis, c'est pas simplement l'alliance entre la Chine et la Russie. Cette alliance, elle est évidemment extrêmement importante d'un point de vue militaire, d'un point de vue géopolitique. Mais d'un point de vue économique, ce qui inquiète Washington, c'est le fait qu'autour de cette alliance, on voit d'autres pays, comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, mais aussi l'Inde qui est quand même un énorme producteur au niveau mondial. Bien sûr, il fait la moitié des États-Unis, mais quand même, c'est une moitié. Donc, ça reste extrêmement important. Bref, c'est de voir ces autres pays rejoindre justement la Chine et la Russie, parce que désormais, on voit bien que la majorité, disons, la partie montante du commerce au niveau international va se faire en Asie, va se faire entre ces pays et non plus entre les pays occidentaux. Donc oui, je pense effectivement que Washington a de quoi s'inquiéter, pas dans l'immédiat, si vous voulez. Le problème ne va pas se poser d'ici 6 mois, d'ici 1 an, d'ici 2 ans. Mais si on regarde à un petit peu plus long terme, 4 ans, 5 ans, 6 ans, oui, il y a vraiment de quoi s'inquiéter, et en particulier si les pays producteurs de pétrole, et à leur tête l'Arabie Saoudite, décident de changer de mode d'indexation des prix du pétrole et désormais de les publier, ou disons de faire en sorte que le pétrole utilise comme modèle de référence le yuan et pas le dollar. Donc là, effectivement, il peut y avoir un phénomène important et je pense que les États-Unis en sont tout à fait conscients. Très bien, professeur Sapir. Layel Mansour, comment analysez-vous, de votre point de vue de macroéconomiste, cette propension qu'a le rouble quand même de ne pas s'effondrer alors qu'il est soumis à de très fortes pressions géoéconomiques depuis pratiquement plus de 2 ans ou 2 ans dans quelques jours? Qu'est-ce qui a permis, selon vous, mis à part cette intervention, peut-être certains économistes, certains experts disent tout de même obligés de la part de Moscou de s'en remettre au yuan, qu'est-ce qui permet à ce rouble de se maintenir à flot? C'est un pays qui a une puissance économique très, très élevée. C'est un pays qui est producteur à tous les niveaux. C'est vrai que peut-être les produits ne sont pas compétitifs en comparant avec peut-être l'Allemagne, la France ou bien les États-Unis, mais c'est aussi un pays producteur à presque à tous les niveaux, un pays agricole qui est non seulement agricole, mais aussi qui exporte du gaz, du pétrole, qui fabrique. En plus, c'est le 7e pays qui a le plus de réserves internationales au monde. Donc, il faut savoir qu'en économie et en économie monétaire, on considère que les réserves internationales d'une banque centrale, ça s'appelle des coussins contre les crises. Donc c'est ça, c'est les vraies protections en fait contre les crises probables. Et c'est pour ça, donc je trouve que toutes ces raisons ont permis à la Russie de se redresser ou bien d'avoir des pertes limitées relativement à d'autres pays. Nous ne parlons pas des sanctions qui se font contre Syrie, ou bien contre un pays africain, ou bien contre un pays du Moyen-Orient qui est vulnérable, mais avec un pays qui est d'une puissance économique très importante, la Russie. Très bien, Layel Mansour. Jacques Sapir, ne craignez-vous pas, de votre point de vue d'économiste, là aussi, qu'en Russie, une hégémonie, en l'occurrence celle du dollar, laisse place à une autre, celle du yuan, et est-ce que le Kremlin, en quelque sorte, aurait le choix ou pas de s'en tenir à cela, ou a-t-il abandonné tout simplement ses craintes que la Chine ne prenne le pas sur l'économie
russe? Alors là, sur ce point, il y a deux manières de voir. Il y a une manière de voir qui est strictement monétaire. Et là, clairement, les dirigeants russes ont compris qu'ils seraient obligés de faire avec une monnaie mondiale, que cette monnaie mondiale soit le dollar, ils ne le souhaitent pas, que cette monnaie mondiale soit une monnaie issue d'une coopération de pays, là irait plutôt leur préférence, ou que cette monnaie mondiale devienne le yuan. Mais ils savent très bien qu'ils ne sont pas en mesure à eux seuls de s'opposer à ce genre de choses. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils passent des alliances avec toute une série de pays. Si vous voulez, ce n'est pas un mystère, ce n'est pas un hasard non plus si les BRICS se sont constitués. Après, d'un point de vue, je dirais, plus généralement économique, eh bien, il faut voir quand même que dans ces échanges avec les autres pays du monde, et essentiellement les pays d'Asie, les dirigeants russes et les entrepreneurs russes sont extrêmement soucieux d'équilibrer le poids de la Chine par le poids d'autres pays. L'Inde, avec laquelle la Russie a une longue tradition de coopération industrielle, mais aussi la Malaisie, mais aussi l'Indonésie, mais aussi les Philippines et la Thaïlande. Donc, oui, bien sûr, les relations économiques avec la Chine resteront très importantes, mais elles ne sont pas les seules qui comptent, et la Russie cherche à développer justement toute une série de relations avec d'autres pays d'Asie de manière à équilibrer le poids de la Chine. Très bien. Layel Mansour, parlons un peu de l'euro, l'autre monnaie de référence qui est adossée au dollar d'un point de vue de politique monétaire exercée par les banques centrales. Cette monnaie centrale européenne qui est contestée parfois au sein même de la zone euro, à voir cette évolution que vous avez vous-même constatée du yuan dans les échanges commerciaux, a commencé par la Russie, vous avez parlé aussi de l'Arabie Saoudite. Est-ce que l'euro a des inquiétudes à se faire à ce niveau-là? Des inquiétudes à se faire à ce niveau-là, c'est-à-dire, vous voulez dire... Si jamais il y a une percée du yuan chez des pays européens, à commencer par exemple par la locomotive, l'Allemagne. Ce qui est un scénario peu probable, je vous le concède. Oui, en fait, ma réponse sera très identique que celle que j'avais dite concernant le dollar. Elle est vraiment très identique parce que la comparaison, elle est presque pareille. Donc, si je veux comparer en fait le pouvoir économique chinois avec, ou bien les échanges commerciaux entre la Chine et l'Europe, ou bien les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis, par exemple, ou bien un pays en dollars américains, je vais avoir plutôt, c'est un peu comparable. Et là aussi, je dirais que il y aura du mal en fait à pouvoir échanger ou remplacer ou substituer le euro par le yuan. On ne peut pas tout de même nier, on ne peut pas aussi oublier que oui, en réalité, on est en train de substituer des produits chinois, comme vous avez dit, des voitures, des produits informatiques. Mais est-ce que la substitution est parfaite? Est-ce que les produits sont identiques? Est-ce que la comparaison, elle est pareille? Donc, nous parlons d'une vraie substitution si la qualité, elle est identique, si la qualité, elle est pareille. Je pense que ça, c'est au consommateur de le définir, Madame Mansour. Justement, c'est pour ça que j'ai trop insisté sur le point que échanger de devises ou bien substituer de devises parce qu'on a une condition comme les sanctions, ça ne veut pas dire que la deuxième devise elle est substituable. C'est-à-dire que si vous donnez la chance aux consommateurs et si vous donnez la chance aux économies, aux échanges internationaux de choisir une devise ou bien un pays, ils vont sûrement choisir soit le dollar, soit l'euro. C'est ce que je veux dire. Oui. Par contre, si on a un bloc quelque part, on va prendre une deuxième catégorie. C'est comme si on a le choix de choisir le meilleur, on va opter le meilleur. Par contre, si le meilleur est bloqué, on va aller à la deuxième catégorie. C'est ce que le yuan présente maintenant. C'est qu'on n'arrive pas à comprendre que le yuan n'est pas vraiment un substitut et n'est pas remplaçable, n'est pas comparable à l'euro ou au dollar, parce que c'est une deuxième catégorie qui vient juste pour combler le besoin après les sanctions, comme pour l'Iran, comme pour le Venezuela, comme pour la Syrie, donc tous les pays qui ont sanctions ou bien qui ont des problèmes politiques avec les États-Unis.
Donc une monnaie de substitution pour l'instant, selon vous, Layel Mansour. Même question très rapidement, professeur. Jacques Sapir, des inquiétudes à avoir pour l'euro, à voir ses évolutions se produire sur le marché de la finance et de la devise. On voit d'ailleurs que la baisse du dollar, que ce soit comme monnaie de réserve, que ce soit comme monnaie de transaction, comme monnaie d'investissement, ne profite pas à l'euro, mais profite au contraire aux petites monnaies, dont le yuan pour l'instant, mais aussi d'autres, comme je l'ai dit, le franc suisse, la livre sterling, etc. Bon, et de ce point de vue-là, il est quand même frappant que depuis maintenant pratiquement une dizaine d'années, le poids de l'euro au niveau international reste inférieur au poids qu'avaient en 1995 les monnaies des pays qui ont constitué l'euro. On pourrait s'attendre au contraire à ce que l'euro soit au moins égal à cet ensemble que représentaient le franc français, le Deutschmark, le florin hollandais. Bon, non. L'euro est en dessous de cela, ce qui veut bien dire qu'il n'a pas convaincu les principaux participants au commerce international et que si on sort de la zone euro, il reste assez peu utilisé. Très bien, merci infiniment, professeur Jacques Sapir. Merci à vous également, Madame Layel Mansour Cherqiye. Vous étiez en direct avec nous de Koweït City, de Paris pour le professeur Jacques Sapir. Merci pour vos réponses et vos éclairages. Mesdames et messieurs, c'est la fin des Pros de l'écho. Je vous donne rendez-vous néanmoins dès la semaine prochaine. Excellente fin de soirée sur L24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.